Salut à tous, c'est MD Manga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mes lectures manga qui, comme vous le savez maintenant que vous me suivez, n'est pas consacrée à une œuvre mainstream mais à une œuvre plus confidentielle. Vous savez, j'aime dénicher un petit peu les petites pépites inconnues et vous les faire partager. Et aujourd'hui, c'est une œuvre dont j'avais envie de vous parler depuis bien longtemps et il s'agit de La Planète Taku qui est écrite et scénarisée par Terry Dupré alias T. Andy, un mangaka guadeloupéen. Mais je vous en parle juste après le générique. Alors nous revoici pour entrer dans le vif du sujet et parler de La Planète Taku, mais je commencerai d'abord par quelques mots sur l'auteur. Alors, T. Andy est né le 14 juillet 1985 aux Abîmes, en Guadeloupe. Il a été, comme tous les enfants un peu de cette génération, bercé par le Club Dorothée durant les années 80-90, et c'est ainsi qu'il va découvrir le monde des animés japonais. C'est grâce à cela qu'il se met à aimer les mangas, et à aimer le Japon et par extension l'Asie. En grandissant, il se rend compte que le manga est un bon média d'expression pour pouvoir partager sa culture et son art, et c'est ainsi que naît le projet La Planète Taku. Alors au départ du projet, il y a un roman qu'il a écrit, et ce roman se nomme Taji, l'enfant du désert. Il pose les bases en fait de l'univers de La Planète Taku. Ce roman va avoir un petit succès, et c'est ensuite qu'il va décider de l'adapter en manga. Et ainsi sort en juillet 2018, suite à une campagne Ulule réussie, le premier tome de La Planète Taku. Par la suite, il sortira un tome par an jusqu'au tome 6 qui devrait arriver très prochainement. Son objectif est de faire connaître sa culture à travers son art et la vision qu'il a en fait de sa communauté et du monde dans lequel il vit. Et tout cela à travers La Planète Taku. Petit aparté avant de poursuivre, vous connaissez, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, activez la cloche. Tout ça, voilà, partagez, ça me fera très plaisir. Et également, et surtout, le plus important, n'hésitez pas à aller dans ma boutique pour commander mon manga La Rose sur l'histoire de David Larose, un grand judoka. C'est une histoire vraie, je me ferai un plaisir de vous le dédicacer. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et donc c'est un très beau cadeau, un petit peu original à offrir. Abordons maintenant un petit peu l'histoire de La Planète Taku. Alors de quoi ça parle ? Sur la statue de Dean, qui leur tient lieu de maison dans le vaste désert du continent Jello, Taji et Takyo s'entraînent à se battre sous l'œil de Taya, leur sœur. Ils sont adeptes du Jokan, un art martial amazonien qui se transmet au sein de leur tribu. C'est alors qu'une énorme goutte d'eau déchire le ciel et tombe avec fracas en amont des dunes, non loin de la statue. Curieux, autant que peuvent l'être des enfants de 7 ans, ils se dirigent vers le lieu de l'impact. Au cœur de ce liquide émerge un individu au pouvoir inconnu, bouleversant ainsi le cours de leur destinée. Spiridius, c'est son nom, est poursuivi par les 7 membres de l'UTR, des mercenaires des îles Mongo. Avec l'aide de Turo, le grand-père des 3 enfants, ils affrontent les membres implacables de cette faction. Alors pour cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur les 3 premiers tomes de l'histoire qui constituent en réalité le premier arc de l'histoire de La Planète Taku. Alors bien que reprenant les codes récurrents des shonen neketsu, La Planète Taku aborde de nombreux thèmes. Notamment, un thème classique et récurrent, le passage à l'âge adulte. Nous avons les 3 enfants de 7 ans qui vont être confrontés à des événements qui les dépassent et ils vont devoir s'adapter, grandir pour évoluer et affronter toutes ces péripéties. Un autre thème récurrent est le fait de trouver les réponses par soi-même. Alors je vais spoiler un petit peu parce que je vais parler de Turo, le grand-père, qui fait office de figure paternelle pour ses 3 enfants. Malheureusement, il va se sacrifier pour les protéger et c'est ainsi qu'ils vont se retrouver seuls et du coup à affronter toutes ces péripéties. Et c'est pour ça qu'ils vont devoir trouver les réponses et les solutions par eux-mêmes. Assumer les conséquences de ces actes est un autre thème récurrent et qui fait écho au passage à l'âge adulte. Taji, qui est un petit peu l'enfant un peu fougueux, un peu impulsif, de par ses actions, va parfois mettre en péril la santé et l'intégrité de ses proches, et donc il va devoir en assumer les conséquences. Un autre thème
abordé est l'usage de la violence, et notamment à travers une décision entre Tyoro et Spiridius d'achever ou pas son adversaire. Ils ont des avis différents sur la question. Tyoro serait plutôt pacifiste de par sa culture, alors que Spiridius, qui est un gladiateur, pour qui la violence est son quotidien, ne voit pas de problème à achever et à tuer son adversaire. À ce moment-là, voilà, on voit deux opinions qui s'opposent, et Terry pose ainsi des questions sur l'usage de la violence. Un autre thème abordé, et qui est selon moi le plus important dans ce manga, c'est la diversité et le vivre ensemble. Sur cette planète, il existe de nombreux peuples, faisant référence un petit peu aux peuples existants sur notre Terre. Bien que ce ne soit pas encore très développé dans ce premier arc, nous voyons l'intention de l'auteur qui est d'opposer les cultures et les croyances de ces différents peuples. Est-il possible de vivre ensemble malgré des pratiques, des croyances et des traditions différentes? C'est une question très délicate qui est abordée par l'auteur et qui fait également écho à des sujets d'actualité. Aurons-nous une réponse de l'auteur à travers cette œuvre, ou est-ce que celle-ci restera en suspens en laissant un petit peu le lecteur se faire sa propre idée? Nous verrons bien par la suite. Mais au-delà de tous ces thèmes, l'auteur souhaite avant tout aborder ses origines et faire découvrir sa culture afro-caribéenne. Bien que l'histoire se déroule dans un monde totalement imaginaire, nous retrouvons des éléments de cette culture à travers la nourriture, les vêtements, les habitations. Le village Coco, qui est un très grand village que nous allons pouvoir découvrir, est composé de plusieurs peuples différents qui font référence à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane et à la Réunion. Et il utilise notamment les anciens noms de ces lieux pour y faire référence dans son œuvre. Enfin, il faut également aborder le thème des arts martiaux. Tiandi souhaite vraiment mettre en avant plusieurs arts martiaux, et notamment ceux issus des Caraïbes et d'Amérique du Sud, et en particulier le Jokan. Celui-ci est très récent. C'est un art martial amazonien d'Amérique du Sud, et plus précisément de Guyane française. Il a été créé en 2010 par un Guyanais nommé Yannick Théolade. Le Jokan tire ses origines de pratiques guerrières, de danses traditionnelles et des us et coutumes des peuples amérindiens Bushinengue et des créoles de la Guyane. Il est une synthèse du savoir-faire de ces deux peuples, et après plusieurs années et une compilation de tout ça, le Jokan est né. D'ailleurs, l'auteur Terry Tiandi est parti s'installer en Guyane, notamment pour étudier et pratiquer le Jokan. Alors, outre les arts martiaux, étant un shonen neketsu, Terry a tout de même souhaité que ses personnages possèdent des pouvoirs. C'est ainsi qu'il existe une énergie à la manière du chakra de Naruto ou du ki de Dragon Ball, permettant à la fois d'attaquer, de se défendre et même de soigner. Cette énergie, nommée Kabu ou Energia en fonction des peuples, pourra permettre de matérialiser des objets, type des armes, des armures, d'invoquer des animaux géants, de se multiplier et même parfois de se transformer. Tout dépendra de l'utilisateur. Les habitants des îles Mongo maîtrisent l'élément de l'eau, alors que les habitants du village Coco, dont sont issus les trois triplés héros de notre histoire, maîtrisent l'élément sable-terre, un petit peu à la manière de Gaara dans Naruto. En plus de cette énergie, il existe des entités qui habitent certains corps humains et qui confèrent à leurs hôtes des pouvoirs supérieurs. Nous en connaissons pour le moment une qui à l'origine s'appelait Edone. Edone s'est divisée en deux, Eros et Psuke. Psuke s'est ensuite elle-même divisée en trois avec Alma, Anima et Sil, et ce sont ces trois entités qui sont issues de Edone qui habitent désormais le corps des triplés. Nous allons maintenant faire un petit point rapide sur les personnages qui composent ce premier arc. Alors nous avons tout d'abord les triplés avec Taji, le garçon jeune, intrépide, courageux, mais parfois inconséquent. Taya, la jeune fille posée, plus réfléchie, talentueuse. Et Takio, le frère, plus réservé que Taji, un peu plus réfléchi également, et il se situe en fait réellement entre son frère et sa sœur. Ils vont se retrouver à abriter Alma, Anima et Sil, et donc à apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Nous avons également Spiridius, le gladiateur, qui vient lui des îles Mongo, et c'est un personnage pour lequel nous avons la chance d'avoir expliqué dans l'œuvre tout un background
qui le rend très intéressant. Alors je vais pas trop vous spoiler, mais au moins, en fait, vous saurez qu'il est l'ancien hôte de Psuke avant que celle-ci n'investisse les corps des triplés. Nous avons aussi Tyoro, le grand-père des enfants, dont son histoire est contée dans ce premier arc, et ce qui en fait pour moi le personnage le plus classe de la série, et qui mériterait, à mon sens, un one-shot pour lui tout seul. Et enfin, nous avons Luther, qui est un groupe composé de 7 mercenaires, dont nous apprendrons assez peu de choses dans ce premier arc, et ils sont dirigés par l'impératrice, qui elle est l'hôte de Eros, et qui est à la recherche de Psuke pour s'approprier son pouvoir. Abordons maintenant la réalisation, un point qui pourrait peut-être diviser le public. Alors bien que Terry et ses dessinateurs reprennent tous les codes des mangas, à savoir le noir et blanc, une mise en page dynamique, des lignes de vitesse, et même au niveau des thèmes abordés, il existe une certaine originalité qui pourrait diviser le public. En effet, le chara-design se rapproche selon moi plus des comics que du manga, et cela pourrait dérouter les adeptes du style nippon. Par ailleurs, je note un usage des trames parfois un peu abusif, et certains effets numériques un peu trop présents sur certaines pages. Un dernier petit point négatif que j'ai noté, c'est peut-être également une faiblesse graphique, c'est la trop grande ressemblance entre Taiji et sa sœur Taya. Et des fois, c'est vrai que sur certaines planches, bien qu'on ait une fille et un garçon, et qu'ils soient jumeaux, alors certes ils se ressemblent, mais des fois sur certaines planches, j'ai eu un petit peu du mal à les reconnaître. Et je pense que dans un souci de faciliter la lecture et le fait de pouvoir les reconnaître plus facilement, peut-être qu'il faudrait mettre des caractères un peu plus prononcés sur l'un ou sur l'autre pour qu'on les différencie un peu plus facilement. Je pense notamment à une coiffure peut-être différente sur Taya, un bijou, un accessoire visible, enfin quelque chose voilà, qui permette au premier coup d'œil de pouvoir les différencier. Néanmoins, pour ma part, c'est justement ce style un petit peu différent qui m'a attiré et qui m'a donné envie de lire l'œuvre, parce que je pense que ça offre un vrai vent de nouveauté dans le monde du manga. On retrouve quelques planches vraiment magnifiques, comme par exemple celle de Tyoro lors du combat de Ladin. L'auteur connaît ses classiques et on retrouve énormément de clins d'œil très sympathiques, notamment cette pose très inspirée de One Piece ou encore cette attaque rappelant Naruto et notamment Gaara. L'existence même de Psuke et Eros est une référence au bijou de Naruto ou peut-être même au stand de JoJo's. Alors plus tôt dans la vidéo, vous m'avez entendu parler de ces dessinateurs. Mais oui, en effet, il y a 2 dessinateurs dans cette œuvre. On a eu d'abord Uwe et ensuite on a eu Vegito et le switch s'est fait au sein du tome 3. Et honnêtement, quand on lit le tome 3, on voit absolument pas la distinction entre les 2 dessinateurs, ça se fait en douceur, on voit pas la différence. Alors je pense que pour quelqu'un de très attentif, vous pourrez le voir, mais je trouve que c'est un tour de force d'avoir réussi à changer de dessinateur au milieu d'un tome et qu'on se rend compte absolument de rien et que le tome garde toute sa cohérence. Pour en terminer avec la réalisation, malgré ses quelques petites faiblesses graphiques, vous verrez que cette œuvre est très agréable à lire et en plus je peux vous dire qu'au fur et à mesure des tomes, vous verrez une amélioration et là j'attends le tome 6 pour voir ce que ça donne, mais à mon avis il y aura encore une petite upgrade. Pour conclure, je vous dirais que l'originalité et la profondeur de son univers porté par une réalisation soignée font de La Planète Taku une œuvre qui mérite qu'on s'y attarde. Je n'ai abordé dans cette vidéo que le premier arc, donc les 3 premiers tomes, mais je peux vous dire qu'ayant lu les tomes 4 et 5, l'histoire a encore beaucoup de choses à nous apporter, elle va nous surprendre et je peux vous dire que ça annonce du grand. Je vous ferai évidemment une review à la fin du second arc qui, selon l'auteur, devrait se terminer au tome 9. J'ai d'ailleurs eu la chance de l'interviewer et vous retrouverez très prochainement sur la chaîne cette interview en vidéo. En attendant, foncez commander ces tomes, je vous mettrai le lien en description, ça se passe sur son site. Suivez également son Ulule pour les prochains tomes. Et puis ensuite, quand vous l'aurez lu, revenez me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!